Honda, un nom qui aujourd'hui est synonyme d'innovation, de qualité et l'une des marques les plus puissantes du monde. Mais en 1922, Honda n'était pas une marque, c'était seulement le nom de famille d'un jeune homme inconnu, Soichiro Honda. À 15 ans, il commençait son humble parcours dans un atelier de réparation à Tokyo, au Japon. Le propriétaire de l'atelier, ne croyant pas au potentiel du garçon, lui confiait des tâches simples, balayer le sol de l'atelier et s'occuper des enfants. Peu imaginaient que ce jeune homme, avec un début si modeste, défierait les géants de l'industrie, créant un empire qui révolutionnerait le marché des motocyclettes et affronterait les plus grands noms du secteur automobile. Comment un simple garçon japonais qui s'occupait d'enfants s'est-il transformé en créateur de l'une des marques les plus puissantes et les plus précieuses du monde? Pour comprendre comment tout a commencé, nous devons remonter à l'année 1906, dans un petit village au Japon. Soichiro Honda est né en 1906 dans le petit village de Tenri, au pied du mont Fuji. Son père, Jiei Honda, travaillait comme forgeron et réparait des bicyclettes pendant ses heures libres, tandis que sa mère, une habile tisserande, aidait à subvenir aux besoins de la famille au milieu de nombreuses difficultés financières. L'enfance de Soichiro a été marquée par des pertes douloureuses. 5 de ses frères sont morts encore enfants en raison de problèmes de santé. Malgré cela, il a grandi avec une curiosité naturelle et un regard attentif sur le monde qui l'entourait. À 8 ans, un événement insolite a changé sa perception. En entendant un bruit inhabituel, il a suivi le son jusqu'à tomber sur une machine à 4 roues. C'était une Ford Model T, un véhicule qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cette expérience a profondément marqué Soichiro, éveillant une curiosité insatiable pour la mécanique et l'ingénierie qui allait façonner son parcours et transformer à jamais l'industrie automobile. C'était la première voiture que j'ai vue de ma vie, l'émotion était indescriptible. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelque chose comme ça pouvait se déplacer tout seul. Quand elle est passée près de moi sans même me remarquer, je me suis retrouvé à courir après elle sur la route aussi vite que je le pouvais. Ce moment a laissé une marque indélébile dans sa vie, influençant profondément sa relation avec les machines. Encore jeune, Soichiro a commencé à apprendre par lui-même. Il affûtait les lames des équipements agricoles et aidait à réparer les bicyclettes, développant une fascination pour les moteurs et tout type de machinerie. Cependant, le même enthousiasme ne se reflétait pas dans ses études. Il détestait aller à l'école et préférait passer son temps à aider son père à l'atelier. Son désintérêt pour l'apprentissage formel se reflétait dans ses mauvaises notes. Dans une tentative de cacher ses mauvais résultats, Soichiro a trouvé un morceau de caoutchouc et a forgé le sceau de la famille sur ses bulletins pour éviter que son père ne voie les évaluations. Le stratagème, cependant, n'a pas duré longtemps. Lorsqu'il a été découvert, son père l'a puni sévèrement, l'obligeant à s'agenouiller pendant une journée entière sans nourriture comme leçon pour sa malhonnêteté. En 1922, Soichiro est tombé sur une publicité dans un magazine concernant une entreprise de services automobiles à Tokyo appelée Arshokai. Il pensait qu'étant l'une des plus renommées de la ville, l'entreprise pourrait être à la recherche de nouveaux employés. Motivé, il a écrit une lettre demandant la possibilité d'un emploi. À sa surprise, a reçu une réponse positive. À seulement 15 ans, Soichiro a pris une décision audacieuse. Il a abandonné l'école, a quitté sa maison et est parti pour Tokyo à la recherche de ses rêves. En arrivant dans la capitale, il a été impressionné par la rapidité de la vie urbaine, une réalité totalement différente du village où il avait grandi. Lorsqu'il a rencontré le propriétaire de l'entreprise, Yuzo Sakakibara, il avait déjà une tâche prête pour Soichiro, s'occuper de son fils. Cependant, au cours des mois suivants, Soichiro a découvert qu'en guise de paiement, sa seule fonction était de porter le bébé enroulé sur son dos. La déception a été grande, mais ce qui l'a maintenu à Tokyo, c'est la honte de rentrer chez lui en tant qu'échec et de devoir affronter ses parents. Avec le temps, le propriétaire d'Arshokai s'est retrouvé submergé par la forte demande de son entreprise et a finalement fait appel à Soichiro pour l'aider. Initialement, Soichiro a commencé par des tâches simples, mais avec dévouement et des compétences remarquables, il a rapidement gagné la confiance du propriétaire, gravissant progressivement les échelons de l'entreprise jusqu'à devenir un mécanicien de confiance. Le talent de Soichiro n'est pas passé inaperçu et le propriétaire de l'entreprise a décidé de le former non seulement à la réparation mécanique, mais aussi au côté commercial de l'entreprise. Bien que le travail de Sakakibara comprenne à la fois les automobiles et les bicyclettes, les voitures n'étaient pas aussi populaires à l'époque. Elles étaient considérées comme un luxe accessible uniquement aux personnes de la classe supérieure. De plus, la plupart des automobiles de l'époque étaient de fabrication étrangère.
C'est grâce à ce travail que Soichiro a eu l'occasion d'être en contact avec une grande variété de véhicules importés tels que des Lincoln, des Mercedes, des Daimler et même des motocyclettes qui ont été apportés à l'atelier. Soichiro s'est consacré à élargir ses connaissances et à perfectionner ses compétences. C'est par le biais de cette entreprise qu'il a été introduit au monde de l'automobile, un domaine qui allait changer sa vie à jamais. À cette époque, l'automobile gagnait rapidement en popularité en Amérique, en Europe et même au Japon. En 1923, Sakakibara a commencé la construction de voitures de course avec l'aide de ses employés, y compris Soichiro. Le premier modèle produit était l'Ar Daimler, fabriqué avec un moteur Daimler d'occasion. Le second, appelé Curtis, a été construit en utilisant un moteur d'un biplan américain Curtis placé sur le châssis d'une voiture américaine Mitchell. Cette voiture a participé au 5e championnat japonais d'automobile en 1924, remportant une impressionnante première place avec le frère de Sakakibara au volant et Soichiro comme ingénieur accompagnateur. Ce fut une expérience marquante pour le jeune homme de seulement 17 ans, et à partir de là, l'automobile est devenue sa véritable passion, courant dans ses veines. En 1926, Soichiro fut appelé au service militaire mais ne réussit pas les examens médicaux qui révélèrent qu'il était daltonien. De ce fait, il fut exempté de l'armée et put continuer son travail chez Art Shokai. En 1928, Yuzo Sakakibara décida d'étendre ses activités et inaugura une nouvelle succursale d'Art Shokai à Hamamatsu. Pour gérer cette unité, il n'eut aucun doute et confia la responsabilité à son jeune apprenti. À seulement 21 ans, Soichiro fut choisi pour diriger cette nouvelle antenne. Cependant, les premiers mois furent difficiles. L'atelier de Soichiro ne parvenait pas à attirer les clients, principalement parce que beaucoup n'étaient pas disposés à confier leur voiture à quelqu'un d'aussi jeune. Pour survivre, Soichiro dut se contenter du travail que les autres ateliers ne voulaient pas, mais il utilisa toutes les connaissances et les compétences acquises au fil des ans pour surmonter les difficultés. Avec le temps, son entreprise commença à croître. Dans les années 1930, son atelier s'était transformé, passant d'une opération solitaire à une équipe de 30 hommes. Le rythme d'expansion fut impressionnant et la demande croissante fit que Soichiro fit venir sa femme pour l'aider à la gestion de l'entreprise. Bien qu'il fût largement reconnu comme un mécanicien exceptionnel, Soichiro excellait également en tant que pilote de course. Cette habileté nationale le distinguait de ses collègues et contribuait à renforcer sa position sur le marché. Soichiro construisit une voiture de course à Hamamatsu avec laquelle il réussit à établir un nouveau record de vitesse au Japon, atteignant l'impressionnante vitesse de 120 km/h. Cet exploit marquerait l'histoire du pays, le record restant intact pendant plus de 20 ans. Cependant, les courses de cette époque étaient beaucoup plus risquées qu'aujourd'hui. Un jour de juin 1936, Soichiro fut impliqué dans un grave accident alors qu'il courait aux alentours de Tokyo, frôlant la mort. Son bras gauche fut fracturé, son épaule démise et son visage sévèrement blessé. Après avoir passé plusieurs mois à l'hôpital pour se remettre, Soichiro retourna sur les pistes seulement 4 mois plus tard. Cependant, sa famille, inquiète pour sa sécurité, n'approuvait pas son retour à la course. Après plusieurs discussions avec sa femme et son père, Soichiro prit la décision de ne plus jamais courir. En 1936, Soichiro commença à se sentir insatisfait de son travail de réparation et aspirait à quelque chose de plus. Il prévoyait d'étendre ses activités en transformant la succursale d'Art Shokai à Hamamatsu en une entreprise distincte axée sur la fabrication de pièces automobiles. Cependant, les actionnaires de l'entreprise s'opposèrent à cette idée. Pour eux, les opérations et la charge de travail de l'atelier actuel généraient déjà des bénéfices satisfaisants et ils n'étaient pas disposés à risquer d'investir dans une nouvelle branche qu'ils considéraient inutile. Soichiro décida alors de créer sa propre entreprise spécialisée dans la fabrication de segments de pistons et fonda Tokei Seki. Il nomma son ami de longue date président de la nouvelle compagnie. Ensemble, Soichiro et Kato se consacrèrent pleinement au succès de l'entreprise, établissant le centre de recherche sur les segments de pistons, une initiative visant à améliorer la qualité et la technologie de la production. Pendant ce temps, Soichiro continuait à gérer son atelier à Hamamatsu, partageant ses journées entre le travail de réparation et le développement de pistons pour sa nouvelle entreprise. Pendant une longue période, les deux hommes rencontrèrent de grandes difficultés à faire des progrès significatifs. Le travail intense et constant, allié au stress physique et mental, fit perdre rapidement du poids à Soichiro, ce qui rendit son visage visiblement plus maigre. L'usure de tant d'années d'efforts le fit paraître une personne complètement différente et plus âgée.
Après une série d'échecs, Soichiro prit la décision d'approfondir ses connaissances en métallurgie et s'inscrivit comme étudiant à temps partiel à l'Institut industriel de Hamamatsu. Ce n'est qu'en 1939, après beaucoup d'efforts, qu'il réussit finalement à développer un piston fonctionnel. Confiant dans son travail, Soichiro quitta son poste chez Shockey, confiant la responsabilité de la succursale à certains de ses stagiaires, et se consacra entièrement à sa nouvelle entreprise. Soichiro commença à produire des pistons de manière continue, mais les premières versions présentaient encore des défauts, loin de répondre aux normes de qualité requises. C'est alors que Toyota contacta Soichiro pour lui commander des pistons pour ses véhicules. Cependant, sur les 50 modèles envoyés, seuls 3 réussirent les tests de qualité rigoureux de Toyota. Ce revers fut décourageant, mais Soichiro ne se laissa pas abattre. Il passa les années suivantes à voyager à travers le Japon, visitant des aciéries et des universités pour améliorer ses techniques de fabrication de pistons et de segments. Après avoir acquis plus de confiance dans ses connaissances et son expérience, Soichiro fit une nouvelle tentative. Le résultat fut impressionnant. Ces pistons passèrent non seulement le contrôle qualité, mais commencèrent également à recevoir des commandes de tout le pays. La demande fut si importante que l'entreprise dut embaucher environ 2000 personnes rien que pour faire face au nombre de commandes. Les choses allaient enfin bien pour Soichiro et son entreprise, jusqu'à ce que le Japon entre dans la guerre du Pacifique. En 1941, l'année suivante, l'entreprise de Soichiro fut placée sous le contrôle direct du ministère des Munitions. Dans ce contexte, Toyota acquit 45% des actions et Soichiro fut rétrogradé de président au poste de directeur. La situation s'aggrava rapidement car de nombreux employés furent appelés au service militaire et commencèrent à quitter l'entreprise. Cela entraîna de sérieuses difficultés pour l'entreprise. Soichiro fit de son mieux pour maintenir son entreprise en activité, mais il n'était pas préparé au défi qui allait arriver. En 1944, les sirènes d'alerte aérienne devinrent de plus en plus fréquentes et il devint clair que le Japon se dirigeait vers une défaite imminente. Hamamatsu était en grand danger et l'entreprise de Soichiro fut directement touchée par une explosion de bombe qui détruisit son usine. Pour aggraver encore la situation, en janvier 1945, le tremblement de terre de Nane secoua la région, provoquant l'effondrement de l'usine de Yanta. Le Japon capitula en août 1945, mais à ce moment-là, Soichiro avait presque tout perdu. Après la fin de la guerre, Soichiro décida de vendre ce qui restait de son entreprise à Toyota pour 450 000 yens et annonça publiquement qu'il allait prendre le temps de réfléchir à l'avenir, car le Japon était complètement dévasté. Un an après la guerre, le pays était confronté à un effondrement économique avec de sérieuses difficultés qui menaçaient la survie de nombreux citoyens. Il y avait une pénurie de nourriture, de vêtements et d'abris, et les ressources étaient sévèrement rationnées. En conséquence, Soichiro n'avait même pas assez d'essence pour aller en voiture jusqu'au marché acheter de la nourriture pour sa famille. Au milieu de cette crise, Soichiro trouva un moteur de générateur qui avait appartenu à l'armée impériale japonaise et qui avait été utilisé pendant la guerre pour alimenter une radio sans fil. Impressionné par le moteur, il commença à comprendre son fonctionnement et eut ensuite une idée brillante. Et s'il accouplait ce moteur à une bicyclette? Bien que ce ne fût pas une invention inédite, la pratique d'installer des moteurs sur des bicyclettes était déjà courante en Europe et quelques modèles étaient déjà arrivés au Japon. Il savait que le pays avait un besoin urgent d'une solution de transport bon marché et accessible. En 1946, Soichiro utilisa son ancien entrepôt pour fonder l'Institut de recherche technique Honda dans le seul but de découvrir un moyen de produire des motocyclettes. Avec une équipe de 12 hommes, il suivit son idée et, après beaucoup d'efforts, réussit à assembler sa première moto en utilisant des moteurs qu'il trouva et d'autres pièces de rechange. Ces motocyclettes connurent un succès instantané et les commandes commencèrent à arriver de diverses régions du pays. Cependant, Soichiro se retrouva bientôt à court de moteurs usagés pour la production. Il décida alors de concevoir et de développer son propre moteur. En 1947, il finalisa le moteur Type A et pour la première fois, le nom Honda apparut estampillé sur une machine. En 1948, Soichiro fonda Honda Motor Company avec pour mission initiale de fabriquer des motocyclettes pour faciliter le transport des travailleurs japonais. Cependant, pour étendre sa production, il avait besoin de plus de capital. Soichiro envoya alors une lettre à 18 000 détaillants de bicyclettes dans tout le Japon, leur offrant une solution pour aider le pays à se relever. Sur les 18 000 magasins qu'il contacta, 3 000 répondirent positivement et fournirent l'argent nécessaire pour démarrer la production des premières livraisons de motocyclettes.
Un an plus tard, l'entreprise lança sa première motocyclette complète, le modèle D. Bien que ce fût une grande avancée pour Honda, le modèle D était excessivement grand et lourd, ce qui fit que seules quelques personnes s'intéressèrent à la moto. Soichiro, insatisfait de ce résultat, démonta la motocyclette et passa de longues heures à travailler pour créer un modèle plus compact et léger. Après 3 ans de tests et d'ajustements, il développa finalement une nouvelle moto qui reçut le nom de Supercube. Le Supercube connut un succès immédiat, atteignant une reconnaissance si grande qu'il remporta le prix de l'empereur. Durant cette période, Soichiro forma un partenariat stratégique avec l'investisseur Takeo Fujisawa, qui fournit le capital nécessaire en plus d'offrir un soutien en stratégie financière et de marketing. Cette collaboration allait devenir la base sur laquelle Honda Motor Company serait construite. En 1958, la Supercube arriva aux États-Unis avec un prix attractif de seulement $295, soit un quart du prix des motocyclettes américaines. Grâce à un marketing efficace et à une ingénierie innovante, Honda dépassa rapidement de grands noms comme Triumph et Harley-Davidson sur leur propre marché. À cette époque, Soichiro étendit également sa marque au monde de la course, qui, plus qu'un simple sport, était une plateforme cruciale pour les entreprises de fabrication afin de présenter leurs véhicules au monde entier. Soichiro voyagea dans de nombreux pays, assistant aux compétitions, analysant et étudiant les motocyclettes de ses concurrents. En fait, tout au long de sa carrière, chaque fois qu'un concurrent atteignait un jalon, Honda le prenait comme référence et s'efforçait de le dépasser. C'est cette mentalité qui a fait passer les motocyclettes Honda d'un début désastreux et frustrant lors de la première course internationale en 1954 au prix de meilleure équipe de fabricants en 1959 sur l'île de Manteté, considérée comme la plus grande course de motocyclettes au monde. 2 ans plus tard, Honda remporta à nouveau la victoire sur l'île de Manteté, et son succès sur les pistes consolida la marque Honda comme l'une des plus importantes du secteur. Dans les années 1960, Honda s'était déjà imposé comme le plus grand fabricant de motocyclettes au monde. Après le lancement du modèle Honda Dream en 1949, l'entreprise atteignit la barre des 10 millions de motocyclettes produites en 1960. Cependant, devenir leader sur le marché des motos ne suffisait pas à Soichiro. Il était à la poursuite d'un rêve encore plus grand, un désir qu'il nourrissait depuis l'âge de 8 ans, entrer dans l'industrie automobile. Lorsque Soichiro annonça son entrée sur le marché automobile, beaucoup l'avertirent des risques encourus, affirmant que l'entreprise se portait bien avec les motocyclettes et qu'il valait mieux continuer sur cette voie. À ce moment-là, le Japon comptait déjà des géants de l'industrie automobile comme Nissan et Toyota, et les autorités japonaises tentèrent de le convaincre que le pays n'avait pas besoin d'un autre fabricant de voitures. Cependant, Soichiro ne se laissa pas ébranler par ces conseils. En 1963, Honda fit ses débuts sur le marché automobile avec le lancement du T360, un mini-camion compact et fiable. Bien que le T360 n'ait pas connu un grand succès, il fut suivi par la première voiture de sport de Honda, la S500. Ce modèle était un roadster à 2 portes équipé d'une transmission à 4 vitesses et capable d'atteindre 130 km/h. Le modèle était compact mais offrait une conduite souple et agile. Cependant, seulement environ 1300 unités furent produites, ce qui en fait l'un des modèles les plus rares de l'histoire de Honda. Cependant, tout comme il l'avait fait avec ses motocyclettes, Soichiro emmena ses voitures dans le monde de la course. La Honda RA271 fit ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Belgique en 1964, et en seulement un an, Honda remporta sa première victoire au Grand Prix du Mexique en 1965 avec le nouveau modèle RA272. Malgré ce succès initial sur les pistes, Honda était encore loin d'atteindre ses concurrents sur le marché automobile. Ainsi, la marque décida de interrompre temporairement les courses pour se concentrer sur la création de l'une des voitures les plus emblématiques de l'industrie automobile, la Honda Civic, lancée en 1972. La Civic devint rapidement l'une des voitures les plus populaires au monde. L'une des principales raisons de ce succès, en particulier sur les marchés européens et nord-américains, fut la crise pétrolière des années 1970. Face à la pénurie mondiale de carburant, Honda développa une innovation appelée combustion contrôlée par vortex, un système efficace de gestion du carburant. Cette innovation permit aux conducteurs de parcourir de plus longues distances avec une consommation de carburant réduite. De plus, la Honda Civic fut conçue pour réduire la pollution en incorporant un convertisseur catalytique dans ses modèles, une solution que peu de grands constructeurs automobiles adoptaient à l'époque. En conséquence, Honda conquit rapidement la préférence du marché automobile.
Bien que de nombreux Américains aient acquis la Civic par nécessité, c'est la Honda Accord qui changea réellement le paysage. Initialement, l'Accord apparut comme un haillon compact, mais fut rapidement étendu à des versions berlines, conservant la même efficacité énergétique que la Civic. Le nouveau modèle offrait un design plus spacieux et confortable. Ce succès fit de l'Accord l'une des berlines les plus vendues de tous les temps. Au début des années 1980, Honda était déjà le troisième plus grand constructeur automobile au Japon, et à la fin de la décennie, elle s'était imposée comme l'un des 3 plus grands constructeurs mondiaux. Soichiro Honda quitta la direction de l'entreprise en 1973 et décéda le 5 août 1991. Dans ses réflexions sur son parcours, il admit avoir commis de nombreuses erreurs en cours de route, mais il était fier des réalisations qu'il avait accomplies. Pour lui, chaque échec était une étape importante vers l'apprentissage et le progrès. Honda, au-delà des automobiles, diversifia ses activités dans d'autres industries, notamment les jets d'affaires, les moteurs pour embarcation, les équipements énergétiques et la robotique, entre autres. Honda arriva au Brésil en 1971 et devint rapidement leader sur le marché des motocyclettes avec des modèles comme la Honda CG160 et la Honda Biz, qui sont les plus vendus du pays. Dans le secteur automobile, la Honda Civic est l'une des berlines les plus appréciées, tandis que le HR-V et la Honda City sont en pleine ascension. La marque a non seulement conquis les Brésiliens par la qualité et l'innovation de ses produits, mais aussi par sa contribution à l'économie locale, générant des milliers d'emplois avec des usines à São Bernardo do Campo et Manaus. Honda est l'une des marques les plus emblématiques du Brésil, toujours alignée sur les valeurs d'excellence et de durabilité. Merci d'avoir suivi ce beau parcours de succès. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!